Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Suisse, en plein dans la neige à Grand Montana, avec un chaman mexicain. C'est quand même original d'interviewer un chaman mexicain ici en Suisse. Ça fait 13 ans que tu habites ici. Tu es auteur, tu es donc chaman comme j'ai dit, tu fais des massages, des soins énergétiques, tu participes à des réunions chamaniques tous les ans qui s'organisent comme ça en France. Et donc, je me suis dit que c'était quand même intéressant de faire une interview avec toi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Manu. Merci à toi, merci pour l'invitation, merci pour le temps que tu me donnes. Avec plaisir. Alors, j'ai entendu dire que tu as été initié à l'âge de 13 ans. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous, Manu, même si on a eu une pré-conversation, où je me suis arrêtée sur un sujet qui me plaisait particulièrement. Parce que, comme vous le savez, j'ai interviewé plusieurs chamans. Et là, on est tombé sur un sujet auquel tout chaman, toute personne dans sa vie finalement et tout chemin d'évolution amène à être confronté, ou en tout cas, tu le dis différemment, mais d'être OK avec cette partie d'ombre, cette partie négative en nous, peut-être ces mémoires qui nous plaisent pas. Et si on continue de fuir notre ombre, en fait, on loupe une grande partie de notre évolution et de notre sagesse. Hein. C'est comme ça que tu le vois. Dis-nous comment tu décris cette ombre. Oui, bon, d'abord la première partie, effectivement, j'étais initié à l'âge de 13 ans, oui. Logiquement au Mexique. C'était une femme Nahual qui nous a appris des tas de choses. Ça a été toujours pendant la nuit, justement. Pourquoi ? Parce que c'est les énergies de la nuit qui vont être très présentes. Et de l'autre côté, c'est très pratique parce que tu vois, dans l'inconscient collectif, les gens, ils sont endormis. Et si tu parles, dans ce temps-là, ça a été il y a 40 ans en arrière, il y avait, je ne sais pas moi, 20 millions de personnes au moins. Alors, si la plupart, ils sont endormis, c'est mieux pour l'inconscient collectif. Mais aussi, la partie que c'est très important, c'est travailler avec ces énergies sombres, obscures, que ce n'est pas les diables. Et justement... On en a peur, hein. Oui, c'est vrai que, et justement ça que je les explique les gens qui viennent avec moi dans des ateliers à partager justement une partie de ce savoir, c'est que quand tu apprends vraiment à voir l'énergie, pas à sentir, oui, parce que dans mon corps, non, vraiment le voir avec tes yeux. Alors là, ça change tout. Parce que c'est toi, c'est pas que tu as entendu parler d'un ami que d'un voisin lui a raconté un truc, hein? Sinon c'est toi-même qui est témoin de tout ça qui est en face de toi. Ouais. Et tu as rien pris de drogue ou la médecine, rien. Avec ça, avec des techniques entre guillemets simples. De transe ou de... Et alors, les trans, c'est une chose. Et les états modifiés de la conscience, c'est une autre chose. Okay. C'est-à-dire, il faut d'ailleurs savoir la conscience. C'est quoi la conscience ? La conscience, tu n'as pas la même conscience le matin que tu te réveilles comme ça. Hein, et après, l'après-midi, que tu es vraiment speed. Et après, le soir, que tu es fatigué. C'est des consciences différentes. Déjà, ça, c'est des états modifiés de la conscience. Alors, pour réussir à entrer dans ce monde des subtils, la conscience, oui, c'est pas que... Reste bien par là avec nous. Je suis en train de courir. Il va partir où, Manu ? Ciao, je me barre. Et justement, l'histoire, c'est que... C'est mon ego, tu vois, qui commence à gonfler. Je commence à partir là. Bon, donc, ces états de conscience, donc on traverse différents états de conscience, mais là, on parle de rentrer dans une conscience qui est profonde en nous, non ? Ou accéder à des états... On dirait qu'on a tous les mêmes possibilités, la même capacité, la même conscience. Mais justement, on arrive à percevoir, entre guillemets, seulement un 10% de la réalité. Chez les Toltecs, c'est dit qu'on écrème la réalité. C'est-à-dire, tu vois, les laits, quand on commence à sortir la crème, on la commence à chauffer. Et les meilleurs de les meilleurs, on les prend. On fait ça avec la réalité. Si on voit seulement les 10% de la réalité, il y a 90% qu'on ne voit pas. Et justement, pour entrer dans cette condition de voir les subtils, ce n'est pas qu'on va élargir la conscience. Non, tout simplement, notre même conscience, on va la bouger un petit peu. Oui. Et avec ça, on peut faire vraiment des merveilles. Mais quand tu vois comme ça, parce que disons, c'est une chose de voir des anges, c'en est une autre de voir des espèces d'entités ou des choses un peu plus négatives. Et là, pour le coup, quand on les voit, ça fait encore plus peur. C'est une chose de les ressentir, c'en est une autre de les voir, on est d'accord ? Oui.
Et justement pour ça, et c'est ça justement replacer, mon Manu, parce que là, voilà, là, qui te voit bien, voilà. Si tu avances, recule même un tout petit peu. Non, attends, regarde, là. Regarde, recule, voilà. Recule. Très bien. Là, voilà. Tu bouges plus. Voilà. Alors, dis-nous. Et bon, et ça, c'est les premières grandes erreurs. Ouais. Pourquoi? Parce que la partie subtile du monde, tu ne peux pas la décrire avec les mêmes paramètres de cette réalité ou de cette partie que tu arrives à voir, non? De cette 10%. Hein? Tu ne peux pas la décrire. Alors, justement, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises. Par exemple, chez les Toltecs, ça se parle de la conscience de l'aigle. Oui, parce que l'aigle, il te dévore quand tu reviens. Oh, l'aigle, il dévore, ils sont des animistes. Non, c'est justement, ils ont vu justement la source comme qu'il avait comme une espèce de bec, comme d'un aigle. Et c'est pour ça que la meilleure chose à dire, c'est que c'est l'aigle. Parce qu'il se rassemble avec une aigle. Mais ce n'est pas une aigle. C'est tout simplement... C'est symbolique. Exactement, pour mettre un mot, pour que les autres ils arrivent à comprendre un peu de quoi il s'agit. Non? Et justement, ça c'est la partie la plus importante de ne pas donner des images à ça que tu es en train de voir. Parce que justement, les anges ou les diables, c'est les gens qui sont avec ces préjugés, les transformer dans sa tête, ils ont vu quelque chose, oui, mais pas ça qu'après ils l'expliquent. Ils ont voulu voir comme un ange ou comme un diable. Donc on met des mots pour décrire notre peur ou décrire quelque chose qui nous a fait peur et on met les mots qu'on connaît par rapport à nos propres références. Oui. Et après, ça fait toute une... Les gobelins et tout ça, c'est des élémentales de la nature. Et chacun, il émet une image un peu similaire, hein, non? Et en fait, oui, ça existe, ça c'est bien vrai, mais pas tout à fait comme les gens, ils les dessinent, parce qu'ils les dessinent selon comme eux, ils veulent ou ils pensent, ou selon ses préjugés, ses idées, sa culture, etc., etc. Et ça, c'est la partie la plus importante, tu vois. Effacer tout ça et permettre les gens de voir sans... Expérimenter sans les mots qui conditionnent ou qui bloquent l'expérience. Tout ce conditionnement, parce que ça, c'est le mental. Et une fois qu'on arrive au mental, tu sais, dans la partie subtile, dans le monde de l'énergie, la tête, le mental, c'est pas le meilleur outil pour entrer là-dedans. Hein? C'est des énergies quand même denses quand on parle d'ombre, non? C'est plus dense, les énergies plus lumineuses sont peut-être plus légères, féeriques. Comment tu décrirais quand toi, tu es dans un soin chamanique et que tu es face à quelque chose? Comment tu le décris? Ça dépend de chaque personne, parce que alors, nous, dans notre culture, on se sent vraiment à l'aise dans cette énergie profonde, sombre. Wow, on est comme poisson dans l'air. Mais aussi dans la lumière, aussi, wow, c'est super, ça plane, c'est... Mais voilà, c'est... Est-ce que tu dis qu'il y a de la sagesse dans l'ombre, c'est-à-dire que tu les unifies, comment tu vois cette ombre? Si je te dis quelle est l'ombre en toi, comment tu vois l'ombre en toi? Oui, justement, ça que tu avais dit comme introduction, je dis, voilà, on n'arrête pas de fuir son partie ombre, et ça qu'on fait seulement, c'est tourner en rond. Non, alors on y reviendra. Exactement, et on arrive à nulle part. Voilà, et... Justement, cette conception d'embrasser la partie ombre de soi-même, ça nous aide pour être beaucoup plus dans l'équilibre. Parce que si on est tout le temps, oui, sur la lumière, les anges, machin, etc., alors on n'est pas ici et maintenant, parce que quand même, on a besoin justement de la terre, de ces énergies profondes, lourdes, fortes, et on a besoin de les mélanger pour arriver à cet équilibre, arriver vraiment à se sentir bien la nuit et les jours. Oui. Donc comment tu gères cette ombre? Je veux dire, quand tu es face à quelqu'un que tu sens diabolique, que tu sens négatif, ou qui va attirer des ennuis, ou qui est en train d'attirer des ennuis, comment tu gères ça? Comment tu gères ces intentions? C'est comme s'il y avait des personnes qui avaient des intentions qui étaient négatives, dures. Et non? Bon, ça c'est quand même très facile. Hein.
Tu connais la fiesta brava, non? Ça, c'est dans la tradition espagnole, non? Les toros, non? Alors, tu vois le torero, non? C'est le gars qui est avec son machin rouge, le taureau, il vient là. Qu'est-ce qu'il fait, le torero? Il esquive. Il fait « Olé! Olé! Olé !» Et justement, avec quelqu'un comme ça qui est pas très bien envers toi ou en train de te faire basculer, tu fais tout simplement comme ça. Tu fais « Olé! Olé !» Tu rentres pas dans son jeu. Ouais. Et dans un contexte de soins énergétiques où tu es face à des énergies puissantes, des entités que tu peux dire négatives ou d'ombre ou des monstres ou des je ne sais quoi, comment tu fais? Oui, il y a des choses qui sont... Oui, parfois ça fait peur. Mais justement là, on doit appliquer une autre chose. Hein? La technique de l'olé, ça ne marche pas tellement bien là. Il y a la règle de la règle supérieure sur la règle inférieure. D'accord. C'est-à-dire avec certaines de ces entités, si tu veux, qui sont diaboliques ou méchantes, Envahissantes. Oui, c'est seulement de nom. Voilà. Certains, tu peux les faire dégager, ça dépend. Il y a des niveaux, il y a des degrés. Et ça, tu les ressens. Et justement, tu les vois et tu les ressens. Hein? Tu dis, oula, ok, tu peux essayer différentes choses, comme avec les plumes, avec les copales, avec les techniques, etc. Et sinon, tu appelles son chef. Et le chef, il dit, alors, bien. Et voilà. C'est la règle. Comment tu t'adresses? Donc comment tu t'adresses? C'est à l'oral, c'est intentionnel, c'est énergétique. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Parce que tu sens que tu as besoin d'une protection en plus ou tu dis ordre supérieur? Comment tu t'adresses? Mais c'est pas, comment dire, la protection, parce que l'idée, c'est justement aider la personne, à nettoyer la personne, parce que c'est pour eux, c'est pas pour toi. Bien sûr que de toute façon, toi-même, quand tu fais des choses comme ça, tu dois avoir beaucoup de protections différentes. Il y a des protections passives, il y a des protections actives, il y a des protections statiques et qui tu dois utiliser, et des protections énergétiques aussi. Mais ça, tu dois les utiliser. Mais justement, en face de quelqu'un de quelque chose qui est assez fort, comme je te dis, tu parles avec son chef. Et comment tu peux faire? Tu peux le faire déjà, avec l'intention. Tu peux le faire avec les tambours, tu peux le faire avec les chants, tu peux le faire avec les prières, même sans tambour, avec les majojo waushli, que ça c'est plus connu comme maraca. Et voilà, il y a plein de façons de faire. Ouais. Pour se recentrer, comment tu fais toi? Si d'un seul coup tu te sens pris par cette énergie-là et elle te domine, alors peut-être pas toi parce que tu pratiques ça depuis 13 ans, mais depuis l'âge de 13 ans, mais des gens qui sont un peu plus jeunes dans le métier ou autre et qui font face à ça, qu'est-ce que tu leur dis pour retrouver cette foi, retrouver cet alignement, retrouver cet ancrage et rester en face de cette énergie qui peut être intense? Oui, c'est clair que si à un moment donné, cette énergie, il te prend à toi, voilà, la bataille, c'est perdu. Non? Et dans ce moment-là, la personne qui n'a pas réussi à le faire, après, il doit se nettoyer soi-même. Au moins, peut-être, tu as pris cette énergie de l'autre, tu as fait ton travail dans lequel tu l'as nettoyé. Mais après, il faut que soi-même se nettoie. Et il y a plein de différents. Là, par exemple, la plus facile, et vraiment que ça, tout le monde, mais pas seulement les gens qui sont dans le chamanisme, toutes les gens qui sont dans les soins, même des coiffeuses, toutes les gens qui touchent à l'autre, ils devraient se faire au moins plusieurs fois par mois des bains avec du sel marin. Et ça, c'est déjà vraiment quelque chose de très, très important. Après, si cette, on dirait, énergie, il ne part pas, voilà, il faudra aller à la personne qui l'a appris à faire pour se faire aider. Parce qu'on est justement pour ça. C'est nous qui on est dans toute cette bagarre non, énergétique, pour le dire comme ça, que dans une bagarre, tu sais, tu donnes des coups. Tu te défends, mais tu prends toujours des coups aussi. Alors,
à toi-même, tu dois te nettoyer avec, il y a des tas de choses que soi-même on doit faire, mais aussi, si ça ne marche pas, voilà, tu dois aller avec quelqu'un qui a une énergie, on dirait, plus, qui t'a appris, il y a une vibration meilleure que la tienne pour aider à sortir ça. Tu me disais tout à l'heure que dans cette ombre, il y avait aussi de la sagesse, qu'il y avait une force, qu'il y avait quelque chose à apprendre et que tu pouvais travailler avec. Comment tu fais pour aller là? Bon. Dans la tradition Tezcatlipoca, ça s'explique justement comme ça que c'est dans l'ombre, dans la matière obscure, dans l'obscurité que c'est la sagesse, parce que tout ça que tu ignores, il est là. Alors il faut mettre la lumière pour apprendre. Mais aussi de l'autre côté, dans la tradition toltèque, on parle des alliés. Ouais. Les alliés, justement, tu vas les prendre dans les mondes de ces entités qui, normalement, ils nous prennent l'énergie. C'est là que tu peux te faire des alliés. Uh-huh. Et voilà, pour arriver à faire un allié, c'est assez compliqué parce que d'abord, tu dois être déjà avoir une certaine maîtrise importante des rêves toltèques ou les rêves conscients, c'est-à-dire de pouvoir te réveiller dans la nuit, savoir que tu es dans un rêve. Ça, c'est la première chose. Tu dois avoir... Lucid dreaming, oui. Oui, en anglais. On peut... Rêve lucide. Exactement. Et ça, c'est la première partie. Il faut déjà pouvoir maîtriser ça avant de faire ce que tu nous racontes là. Ah oui, non, parce que ça c'est un truc vraiment, on dirait, avancé. Ouais. Et d'abord, tu dois maîtriser ça. Et la deuxième chose que tu as déjà maîtrisé, ça c'est voir l'énergie. Oui. Parce que ça se passe en deux phases. Une phase, ça va passer dans les mondes de rêve, que tu dois trouver à cette entité qui te pourchasse, parce que normalement, on a au moins deux qui nous pourchassent, qui sont toujours en train de sucer l'énergie. Parfois, il y a des gens qui sont plus, mais normalement, ils travaillent en couple. Et tu dois la trouver, justement, dans les mondes de rêve. Et après, dans les mondes de tous les jours, ça, tu dois aussi les trouver. Pour pouvoir faire la technique pour qu'ils deviennent tes alliés. Et comme ils sont deux, normalement, quand tu as une, l'autre, tu vas les prendre. Parce que tu veux dire que le monde visible, alors il y a le monde visible et invisible, toi tu les sépares peut-être pas forcément, mais il y a le monde concret, là, visible, et l'autre, ce qui nous entoure, là, qu'on voit pas spécialement, enfin toi tu les vois, mais on les voit pas tous encore. Mais donc il y aurait une parallèle il y aurait exactement la même chose. C'est comme si ce couple-là qui était dans le monde invisible et aussi dans le monde visible. Et en fait, on pourrait retrouver des éléments des deux mondes à chaque fois. Est-ce que tu vois une parallèle entre ce monde visible et invisible tout le temps ? Oui, tu vois ce que je veux dire ? Non, je comprends, parce que justement, ça me fait penser, pour expliquer, je ne sais pas si tu as vu ce film de Marvel qui s'appelle Doctor Strange, et qui parle de la dimension miroir. C'est justement comme ça, c'est un miroir. C'est un miroir, mais ça, dans l'autre monde, c'est le monde subtil, c'est de l'énergétique, c'est de l'énergie, mais il est réel, il est là. La seule chose que, par exemple, ces entités, ils ne sont pas encore physiques, mais ils sont encore faits d'énergie. Et quand on voyage dans le monde des rêves, c'est la même chose, on est dans un monde subtil. C'est pour ça que on doit maîtriser l'art des rêves, parce que si on arrive à changer notre rêve, on peut changer après notre réalité, ici et maintenant. Parle-nous plus de ce que tu entends, parce que ça me parle de Castaneda et tout ça, j'entends d'autres choses quand j'entends le mot rêve. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu entends par le rêve ? Parce que là, c'est comme s'il y avait une troisième partie, c'est comme si tu nous parlais du monde visible, invisible et le monde des rêves. C'est comme si c'était encore autre chose. Et le monde de rêve, ça pourrait être une autre chose, mais c'est dans le monde de l'intangible, dans le monde subtil. Oui. Et on arrive à entrer dans des différents mondes dans lesquels on peut carrément interagir. Oui. Mais on peut faire ça seulement quand on a assez d'énergie. C'est pour ça que toute la pratique toltèque, ça nous aide pour, on dirait, épargner l'énergie pour pouvoir l'utiliser là-dedans
et pouvoir interagir d'une façon consciente. Oui. Mais c'est autant réel que ce monde, parce que quand tu es dans un rêve, tu tapes comme ça et c'est lourd. Mais par contre, tu peux traverser le mur. Oui. Alors, c'est solide, quoi. Mais c'est différent d'une expérience hors du corps, ou d'une expérience de mort imminente, ou d'une expérience de transe chamanique. Tout ça, c'est, je veux dire, dans quel... Je me demande si tu peux dessiner un peu plus le paysage du subtil, comment il se divise, s'il y a quelque chose comme divisé dans le monde du subtil. Voilà, c'est justement ça, qu'on ne peut pas les diviser. Oui. On peut, oui, parce que ça, c'est vraiment dans cette pensée de dichotomiser tout. Non? Ça sert un peu, justement, pour comprendre un peu. Mais la réalité, c'est beaucoup plus, on dirait... Fluide. Je veux dire, compliqué de ça comme on veut le voir. Parce que c'est carrément, tu vois, comme la fleur de la vie, que c'est tout imbriqué. Toutes ces dimensions, ils sont imbriqués. Oui. Sur la même chose. Et une dépend de l'autre. On pourrait parler même des multivers. Oui. Non? Ici, oui. Voilà, on pourrait vivre dans ce même moment, dans plusieurs univers. Alors, oui. La réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce n'est pas tellement important si on arrive à comprendre, parce que peut-être on n'a même pas la capacité, mais on peut percevoir. Percevoir l'immensité, c'est complètement différent que comprendre l'immensité. Oui. Si on essaye de comprendre avec le cerveau, encore une fois, on est très limité, très très limité. Mais si on arrive à percevoir l'immensité, ça c'est carrément différent. Alors, dans tout cet univers qui sont imbriqués, qui sont entrelignés, voilà, oui, comme tu viens par exemple de dire certains de ce monde. Mais de toute façon, dans le monde del subtil, de l'énergétique, tu te débrouilles avec l'énergie, avec les subtils, dans son même monnaie. Oui, mais il y a peut-être des codes qui sont différents, des façons d'être qui sont différentes, des façons de créer qui vont être différentes. Bon. Et c'est par exemple très différent quand tu fais je ne vais pas parler de voyage astral parce que dans la pratique toltèque c'est un peu différent. Non? Et on a deux consciences, la conscience du tonal et la conscience du nahual. Et c'est dans la conscience du nahual que tu peux voyager dans tout ce monde subtil, mais aussi dans cette même conscience, tu peux te promener dans ce monde. Que pour nous, c'est le monde réel, on dirait, non? Alors, quand tu es dans la conscience du nahual, que ton corps, tu le vois là, sur le lit, et tu es levé comme ça, ok, alors, voilà, on va se promener. Tu es là et là. Et non, ton véhicule, il est là. Non, toi, tu es là. Véhicule, mais tu es toujours là. Non, mais ton véhicule, il est voilà, couché. Et voilà, tu commences à te promener et tu peux voilà, faire tout ça que tu peux faire pendant que toi t'entraîner dans les rêves. Mais tu sais, il y a tellement de gens qui sont déjà réveillés dans la conscience du nahual. Et ça, c'est typiquement à tout le monde, ça les est arrivé, qu'à un moment donné, ils sont bien dormis et d'un coup, ils se réveillent, mais ils ne peuvent pas se bouger. Il ne peut pas bouger. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il ne peut pas se bouger? Ils sont la conscience du tonal, on dirait que c'est endormi. Et c'est la conscience du nahual qui s'est réveillée. Mais tu essayes de te bouger avec ton corps. Viens vers la caméra qui te voit. Avec ton corps physique. Tu essayes de te bouger avec ton corps physique, mais tu n'as pas un corps physique. Tu n'as pas de jambes, tu n'as pas de bras. Même si tu veux les voir, tu les vois. Mais tu n'as pas ça. Non? Alors, et tu dois te bouger dans l'énergie, dans ton corps énergétique, qui c'est complètement différent, que nos centres, c'est là, et c'est depuis là que tu peux commencer à te bouger. Mais cette interaction, tu peux le faire même dans ton corps énergétique, dans cette réalité, bien sûr. Oui. Quand certains décrivent leur expérience de mort imminente, tu sais, de passer le tunnel et expérimenter, ils se trouvent dans cette connaissance infinie, cette trinité, où ils se sentent connectés à tout, avec un savoir. Est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'êtres humains, avec de l'entraînement, arriver à en effet être dans cet espace-là de tous les possibles, de la connaissance qui est omnisciente? Bon, et j'adore, j'ai lu
déjà certains livres qu'on s'appelle, c'est la Suisse, Kubler, Anne Ross, bon, qui parlait justement de toutes ces expériences. Et j'aime bien croire à tout ça, c'est magique, c'est merveilleux, tout ça, c'est vraiment très, très joli. Mais voilà, justement. Et moi, j'étais en train de mourir à peu près 7 fois, 7-8 fois. Avec différentes choses très ponctuelles. C'est long. Dont l'araignée là qui pique et qui on sent son poison et on revient pas, on a l'impression qu'on va pas revenir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, une de ces fois, la dernière, on dirait, c'est avec une médecine que ça existe au Mexique, que je vais dire pas quoi, parce qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est pas bien, parce que vraiment, tu pars, quoi. Nomme-le maintenant. Hein? S'il faut pas le faire, dis ce qu'il faut pas faire. Faut le dire, nomme le prénom. Mais justement, après ça donne des idées, les gens, non? Okay. Et c'est mieux pas. Et justement, il faut éviter. Mais justement, ça a été une des dernières. Et justement, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu des tunnels, j'ai pas vu des choses, mais je crois vraiment. Donc tu as côtoyé la mort? Tu l'as senti, tu l'as vu, tu as été au-delà de ça. Est-ce que, je veux dire, toi, au-delà, sans parler de mort, quand tu es dans ta transe, quand tu es dans un soin chamanique, un soin énergétique, que tu reçois de l'information, tu te connectes à quelque chose. Comment tu fais pour recevoir ça et être dans cette connaissance qui est presque là, spontanée, infinie, abondante? Oui, et pour ça aussi, il faut s'entraîner. Mais il faut s'entraîner tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on reçoit tous les jours plein d'informations. Oui. Mais pendant qu'on est en train de penser sur le travail, sur la voiture, sur les problèmes, sur les factures, alors on ne peut pas ouvrir notre partie la plus importante de perception de la réalité. Le matin, quand on sort de la maison, c'est comme le journal. Alors tu commences à lire sur les nuages, sur le soleil, ou si le soleil a passé, même si une voiture jaune ou rouge il a passé. Tout ça, ça veut dire quelque chose. Et c'est là que tu dois t'entraîner tous les jours, pour justement, quand tu es dans un soin, pouvoir percevoir tous ces petits détails, parce qu'il y a toujours, il y a des sons qui bougent, il y a des lumières, il y a des choses qui parlent. Enfin, c'est plein de choses différentes. Mais par rapport à la mort, voilà, c'est vrai qu'au moment donné, on peut sentir que tu peux pas faire grand-chose, que seulement améliorer un peu la qualité de vie, parce que quelqu'un, voilà, il est déjà en train de partir al Mictlán, non? Mais c'est une partie de la vie aussi, hein. Mais tu sais, je voulais dire, cette canalisation, quand tu canalises de l'information, ça t'arrive ces moments où un chaman, d'après ce que j'ai compris aussi, peut travailler avec les plantes, a toutes ces plantes devant lui, et c'est comme s'il savait quelle plante prendre, comment guérir la personne, quel est le soin aussi qu'il faudrait dans un tel instant. Il y a comme une connaissance qui est accessible, qui pourrait être accessible à tous, tu vois, qui est infinie. Oui, je l'appelle ça la connexion à la web universelle. Ouais. Comment on fait pour se connecter à ça? D'abord, il faut arrêter la machine à conneries. Okay. Ça, c'est la toute première chose. Ouais. Après qu'on arrive vraiment à trouver, comme les Toltecs disent, les silences intérieurs, toute la magie, ça commence à opérer. Ouais. Mais ça, c'est le premier pas. Ouais. Et bon, ici, plus en Europe, ça se connaît plus sur les trucs de méditation, non? Ouais. Il y a toutes sortes de méditations plus européisées. Mais c'est bien, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, voilà, il faut changer la technique. Mais à la base, l'objet de la méditation, comme nous on faisait, avec la danse, avec les prières, avec les temascal, avec tout ça, pour arriver vraiment à arrêter la machine à penser, n'importe quelle technique, à la base c'est la même chose. C'est tout simplement entrer, si on peut dire comme ça, dans le vide, dans lequel les pensées ne sont pas là.
Et la foi dans tout ça, parce que je sais que les Mexicains sont quand même... je me rappelle d'avoir fait des soins chamaniques, été voir des Mayas dans le Yucatan, et il y avait Jésus, Bouddha, Marie qui étaient là. Pour d'autres, on sentait quand même le côté catholique qui était là. Toi, tu appelles ça de l'envahisseur, le côté la religion, hein, de ce que vous avez hérité des personnes qui sont venues prendre vos terres quelque part. Oui, bon, hérité, pas tout à fait, parce qu'ils sont venus imposer. Ouais. Alors, oui, dans ce syncrétisme, maintenant ça s'appelle comme ça, c'est le syncrétisme culturel, on a dû prendre toute cette norme, toute cette pratique des envahisseurs pour survivre. Mais derrière tout ça, c'est la sagesse ancestrale du peuple. Et petit à petit, on commence vraiment à sortir de plus en plus toute cette chose qui ça ne nous appartient pas, qu'il a eu un but, un objectif, que ça a été survivre, et que aussi les traditions, les connaissances, la sagesse, il continuait. Mais encore une fois, petit à petit, on commence à enlever et sortir ça qui c'est vraiment de nous et ça qui c'est pas à nous. Ouais. Et au centre de ça, il y a la foi. Il y a quelque chose. Toi, c'est quoi ta relation parce que tu me disais, il y a deux belles choses, Dieu et l'amour. Mais est-ce que ça intervient, je veux dire, cette foi dans les soins, dans la vie de tous les jours, de pouvoir percevoir le subtil, de pouvoir naviguer avec l'ombre? Alors, si on comprend la foi comme l'espoir de que ça existe quelque chose supérieur à nous, non. Non, parce que avoir la foi, c'est avoir l'espoir. C'est-à-dire, tu n'as pas la conviction. Tu voudrais que ça passe comme ça, mais tu n'es pas sûr. Ça, c'est la foi. Non? Croire sans vraiment comprendre. Non. Quand tu rentres là, tu as la certitude. Ça, c'est comme ça. C'est une certitude. Oui, tout simplement, parce que tu les ressens. Ouais. C'est pas que tu l'as compris, tu les ressens. Ouais. Il est là, voilà. Ouais. C'est rien tel que l'expérience, finalement. Et oui, comme... Parce que les livres, c'est bien beau, mais l'expérience... Ouais. C'est comme tu, pour vraiment maîtriser n'importe quel métier, n'importe quelle chose, il faut pratiquer. Et toi qui habites depuis 13 ans en Suisse, est-ce qu'il y a des fois tu ressens des réticences sur certains des rituels mayas, mexicains ou autres que tu peux voir ici, des choses qui passent un peu moins bien, ou inversement quand toi tu retournes au Mexique, où tu vois qu'il y a un décalage là aussi maintenant où tu en es, de la manière dont tu as évolué en tant que chaman, mais en Europe? Quels sont, tu vois? Oui, bien évidemment. Bien pour l'expliquer comme ça. Ici, même si j'ai déjà la nationalité, je ne vais être jamais suisse. Hein. Et quand tu dis 90, hein, quand même. Voilà. Et quand je vais au Mexique, même ma mère, il me dit le suisse. Tu vois? Alors, à un moment donné, tu es de nulle part. Mais c'est bien de toute façon. Et quand on est dans le monde de l'énergie, et moi, des attachements que tu as, c'est le mieux. Parce que ça t'empêche de voler ou tout simplement bien te planter. Parce que plus qu'il te tire, voilà. Et c'est vrai que j'ai dû adapter plusieurs choses à la mentalité suisse. Certaines des autres, pas. Par exemple, pour nous, au Temazcal, tu sais, c'est les huttes de sudation, non? Les gens, ils doivent rentrer à poil. À poil, pourquoi? Parce que c'est comme si on va rentrer dans les ventres de la terre-mère. Et dans les ventres de la terre-mère, après, on va renaître. Et on était né à poil. On n'avait rien, pas de bijoux, pas rien, et on doit naître comme ça, non? Et par exemple, parfois, oui, on doit dire, ok, voilà, se mettait avec le maillot de bain, fini, terminé, non? Mais et tu dois adapter certaines choses pour éviter, voilà, aussi déranger certains soins aussi. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut des choses que tu dois. Si tu fais des massages. Ah oui, surtout ça, parce que non, il faut faire beaucoup d'attention. Et même déjà, on ne parle pas sur des sujets difficiles. Seulement déjà travailler les muscles en profondeur. Ah, tu me fais mal. Non, attends. Je te fais pas mal. Les mal, tu l'as là-dedans. Je suis en train de les sortir. Parce que si tu étais bien, ça te faisait pas mal. Non? Et tout ça, il faut vraiment ramer un peu avec ça.
Non, mais ça me rappelle Carlos Nakai, tu sais, c'est un flûtiste, il fait des très très belles que j'ai rencontré et il disait que lui, il avait tellement développé cette flûte là, enfin sa musique, qu'en fait ses ancêtres le reconnaissaient plus et l'avaient repoussé parce qu'il était devenu américanisé. Mais pour nous, c'est une joie de pouvoir avoir ça. Tu vois, même si c'était peut-être américanisé, c'est quand même une ouverture vers une autre culture. Donc, je trouve que ça fait le parallèle, et c'est là où on en vient vers la fin de l'interview, mais de ce qu'on est en train de créer dans ce nouveau monde maintenant, tu vois, où on est en train d'être amené à créer nos propres techniques, à être nous-mêmes, à ouvrir nos ailes, à peut-être, on a appris différentes choses, différentes techniques de différentes personnes, et on va créer nous-mêmes une méthode. Finalement, c'est des fois dur d'être légitime. Il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, de syndrome de l'autodidacte, parce que beaucoup d'entre nous, en trouvant notre mission de vie, on est en train de créer quelque chose de nouveau, on est en train de réinventer, tu vois, ce monde. Comment si tu as des conseils, parce que tu l'as vécu, toi. Oui, alors je peux te dire que pour moi, ce conflit, ça a été vite résolu, parce que, oui, j'étudie depuis de nombreuses années avec la tradition wixárika. Alors, il y a cette lien avec une tradition ancestrale. Oui. Et quand il y a un lien avec une tradition ancestrale, voilà, tu as au moins quelqu'un derrière toi qui t'appuie avec son énergie, avec son connaissance, avec son savoir, avec tout ça. Et oui, justement, et ça, on avait parlé sur les festivals de chamanisme, les cercles de sagesse, etc., que ça, les prochains, ça c'est déjà le 13e ou 14e. Hein? Oui. En avril. En avril, la dernière semaine d'avril. Justement, c'est ça qu'on essaye d'amener tout le temps des gens qui sont une vraie appui dans une tradition ancestrale, parce que des guérisseurs, des médiums, des gens qui sont vraiment très, très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une tradition ancestrale derrière eux qui les supporte ou ils les aide ou ils les donne vraiment cette richesse culturelle avec les ancêtres. Et justement, quand on a cette lien avec les ancêtres, ils te cadrent. Ils te cadrent. Ils savent te le rappeler. Ils te cadrent souvent. Bon, bah, très bien. Et tes livres, tu en as plusieurs. On va les retrouver avec ton nom, je suppose, partout sur Internet. Hein. Tu en as écrit sur les soins énergétiques, sur le chamanisme. Oui. C'est les soins. Des DVD. Toi, tu les fais, ensuite c'est relâché. Tu n'as pas besoin de retenir le titre. Oui. C'est les massages, les soins chamaniques et les massages énergétiques. Quelque chose comme ça. On mettra les liens. Oui, en Amazon, on peut les trouver. Et tu fais des stages en Suisse, en France aussi, un peu partout, tu te déplaces dans le monde? Oui. On trouve ça sur ton site. Oui, surtout quand les gens m'invitent, alors je viens volontiers. J'imagine. Bah, merci beaucoup. Écoute, merci pour cette interview et puis au plaisir de se revoir. Merci à toi. J'espère que tu nous accompagnes au Festival Chamanique. Je vais regarder ça de plus près parce que s'il y a 6 à 8 000 personnes, je suppose que là-dedans, il y a quand même un paquet à interviewer. Hein. Oui, pas besoin d'interviewer à tout le monde. Je suis tentée avec ma petite caméra. Bon, bah, merci beaucoup Manu. Merci à toi. On vous embrasse très très fort. Hein. Un saludo a todos. A todos.